par le ministre de l'Énergie, Donat Jean-Claude Oussou, a effectué une visite mardi sur les sites de construction des postes d'électricité du projet PAD SBE piloté par Vinci Énergie. Nombreuses sont ces femmes qui, à la date d'aujourd'hui, n'ont pas compris les différentes réformes engagées par le gouvernement de Patrice Talon, malgré les opportunités qu'elle leur offre. Pour une population constituée essentiellement de femmes commerçantes et artisanes, le niveau basique et bien l'accès à l'univers numérique qui représente la clé d'entrée à ces réformes se trouve difficile. Et le Premier ministre du Mali, le colonel Abdoulaye Maïga, objet d'un accueil chaleureux de la part de ses compatriotes, a été reçu en audience par le président de la transition, Assimi Goïta, après son séjour à New York. Mesdames et messieurs, bonjour. C'est un plaisir de vous retrouver une fois encore pour cette édition de la mi-journée au cœur du Bénin et du monde. Actualité nationale et internationale. Je suis Naomi Soumanou. C'est parti pour 45 minutes avec Manchoukurat Fatombi. Manchoukurat, bonjour. Bonjour à vous, Naomi Soumanou, chers téléspectateurs. Bonjour à vous également. Merci de prendre le rendez-vous de au cœur du Bénin et du monde. Vous le savez déjà, c'est l'actualité. Comme elle le disait au Bénin, sur le continent et dans le monde, c'est 45 minutes. Mesdames et messieurs, nous démarrons avec cette information. Une délégation conduite par le ministre de l'Énergie, Donat Jean-Claude Oussou, a effectué mardi sur les sites de construction des postes d'électricité du projet PADES BEE, piloté par Vinci Énergie. La délégation s'est d'abord rendu sur le site de Gakpé à Ouida, puis à Komé. L'autorité en charge de l'énergie est allée constater de ses propres yeux l'évolution des travaux sur ces différents sites. Le reportage est signé Gauthier Sedodé, Jean Villette. La construction de postes d'électricité en cours à Ouida et à Komé est un volet du projet PAD SBE, un projet d'envergure qui vise l'accès durable et sécurisé du Bénin à l'énergie électrique. La visite du ministre de l'Énergie sur ce site de Gakpé à Ouida, accompagnée des autorités communales et des responsables de Vinci Énergie, a pour but de constater l'évolution des travaux. C'est une visite qui témoigne de l'importance du projet dans la révolution énergétique en cours au Bénin. On est très honoré de la visite de M. le ministre de l'Énergie sur le site de Gakpé. Donc c'est un projet qui a pour un délai objectif de 24 mois. On va le réaliser dans un délai objectif de 16 mois. C'est quand même à peu près 8 mois de moins par rapport au délai contractuel. Je vous rassure que toutes les dispositions sont prises pour tenir ce délai qui est challengeant pour nous. Alors c'est une grande fierté pour nous dans la mesure où nous nous sommes battus pour que ce projet prenne jour. Alors je suis au nom du conseil communal et du maire empêché. Je remercie le gouvernement de son excellence Patrice Talon ainsi que le ministre de l'Énergie qui n'aménage aucun effort pour satisfaire nos populations. Le ministre de l'Énergie, au regard de ce qu'il a pu observer, est satisfait de l'évolution des travaux sur ce site de Gakpé. Donc, nous ne sommes pas ici aujourd'hui par hasard, même si c'est à travers la rentrée du secteur de l'énergie que nous sommes là. Et c'était indispensable, comme par rapport à tous les autres projets majeurs du secteur, que la visite terrain soit notre priorité pour nous rendre compte nous-mêmes de comment les choses avancent. Alors évidemment, je peux exprimer ma satisfaction par rapport à ce que je viens de voir ce matin, en félicitant tous les acteurs qui nous ont permis d'arriver à cette étape aujourd'hui et de poursuivre pour être à l'heure
avec la qualité requise et en prenant en compte effectivement le respect des délais, mais aussi surtout la prise en compte du contenu local à travers l'environnement dans lequel s'inscrit ce projet. Deuxième étape de la visite, Commet. Ici, les travaux n'ont plutôt pas évolué comme prévu, compte tenu de certaines perturbations. Mais l'autorité est rassurée après les différentes explications données par les responsables en charge du chantier. Ici, effectivement, c'est un peu mitigé dans le sens où, au niveau des études, par rapport à ce qui est prévu, on est bien au rendez-vous et c'est heureux. Cependant, on constate que à cause des intempéries qu'il y a eu dernièrement, puisque saison de pluie oblige, les problèmes de terrassement et de génie civil ont un peu battu de l'aile. Mais ce qui me rassure, c'est toutes les explications qui m'ont été données pour avancer plus rapidement, pour gagner le peu de temps ou le temps relativement peu perdu dans le cadre du déroulement de ce projet. Et à cela, on peut noter des dispositions nouvelles qui ont été prises, notamment au niveau d'une centrale de préparation de béton, alors que c'était prévu d'en faire amener régulièrement. Là, maintenant, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ils peuvent en produire sur place. Et ça, c'est un bon signe de la réactivité mise en place pour pouvoir compenser le temps relativement peu de retard qu'on a constaté. Ce volet du projet PAD SBE à Commet doit contribuer à terme à l'autonomisation haute tension du Bénin. Le ministre encourage les responsables à poursuivre les travaux pour un aboutissement en bonne qualité du projet. Le port de l'uniforme scolaire est l'une des traditions communes dans de nombreuses écoles. Si pour les apprenants, les établissements scolaires publics, la tenue kaki est celle exigée par le gouvernement, le choix est laissé aux responsables d'écoles privées de choisir eux-mêmes les uniformes de leurs apprenants. Mais force est de constater que nombre d'élèves des écoles privées exagèrent dans la confection des uniformes, au vu et au su des responsables d'établissements scolaires impuissants. Golf TV Africa s'y est intéressé dans ce reportage. Regardez. C'est une marque de distinction qui permet d'identifier facilement les apprenants d'une même école. Les uniformes scolaires, puisque c'est de ça qu'il s'agit, constituent un pilier de la pédagogie pour les écoles, collèges et lycées. Outre l'aspect d'appartenance et d'égalité, le port d'uniforme scolaire valorise l'établissement et instaure la rigueur, la propreté et le savoir-vivre aux apprenants. Ce sont d'ailleurs ces raisons qui, selon les chefs d'établissements scolaires privés, expliquent la préférence de certains élèves et parents aux collèges et lycées privés. Les parents et les apprenants veulent aussi qu'il y ait une différence par rapport aux tenues. Et si vous n'avez pas les reins solides et vous optez pour le kaki, attention, vous risquez de perdre beaucoup d'élèves. Parce que les enfants du privé aiment souvent se démarquer. Il suffira simplement qu'on demande à ces enfants de se mettre en kaki et ils vont faire un autre choix. Et quand la tenue aussi n'est pas présentable, quand les couleurs ne correspondent pas, il faut reconnaître que ces enfants aussi n'aiment pas trop et aiment aller vers des écoles où la tenue est beaucoup plus belle à voir. Non, en fait, le tenue, c'est le kaki. Le kaki, dès qu'on voit un enfant en kaki, on sait que c'est un enfant du public. Certes, il y a les macarons ou bien les insignes qui permettent de distinguer l'école. Or, avec les tenues, de loin, on sait que cet enfant est de telle école. Surtout avec l'avènement des enfants se perdent, on vole les enfants. Dès qu'on constate un enfant en train de pleurer, on sait que c'est un enfant de telle école. C'est pourquoi les écoles privées se donnent le devoir d'avoir des tenues pour les enfants. Mais ce qui désole est l'extravagance observée dans la confection des uniformes, surtout dans le rang des élèves filles et étudiantes des écoles privées. Je pense que vous faites là un constat très juste. Juste en ce sens que même au public, on remarque des fois, on constate des fois que des apprenants, surtout les filles, en kaki cousu de façon vraiment peu orthodoxe,
Et au privé, universitaire comme secondaire, on voit que les filles se taillent, n'est-ce pas, les uniformes selon leur bon vouloir. Or, cela est une mauvaise chose. Et je pourrais même dire que c'est de la complaisance au niveau des établissements qui laissent passer ce genre d'uniforme, surtout au niveau des filles. Nous en avons même avec des mini-jupes, même des roues, c'est-à-dire des corsages décolletés. Vous voyez, c'est très dangereux. Et je disais tout à l'heure que tout dépend de la rigueur imposée dans l'établissement. S'il y a de laisser aller, les enfants feront tout. Même ici, il suffira simplement de croiser les bras, ils feront tout. Parce que les enfants nous tentent. Ils tentent pour voir ce que nous allons faire. Au retour d'un congé, par exemple, vous allez voir des enfants avec des coiffures bizarres, mais en même temps, là, on les envoie vers la coiffeuse d'à côté pour que cela soit défait. Donc, ça dépend de la rigueur de l'école. Un laisser-aller qui occasionne d'autres dérives. Justement, parce que des uniformes de jupes qui sont repoussés jusqu'au niveau de la cuisse pour laisser transparaître ce qu'on ne doit pas laisser, ça peut faire en sorte entre camarades et les uns et les autres soient excités. Les collègues enseignants aussi, bon, qui sont friands de ces genres de choses, peuvent se laisser aller. Et c'est pour combattre, c'est pour faire éviter tout ça que nous tenons fermement au respect, n'est-ce pas, des formes dans les uniformes. Si je puis m'exprimer ainsi. Selon les pédagogues, la responsabilité incombe au directeur d'école qui, de peur de perdre d'effectifs à force d'imposer une rigueur dans la confection des uniformes, préfère fermer les yeux là-dessus. Mais là, il faut qu'on comprenne parce que c'est la faute des responsables, ou soit des parents, ou soit des écoles. Parce que l'école de base, c'est un lieu où l'enfant vient acquérir des connaissances, des savoirs et des savoir-faire. Et par conséquent, il n'est pas venu pour s'exhiber. Et là, l'école doit pouvoir mettre un frein par rapport à toutes ces velléités que les enfants ont à se présenter de façon extravagante. Et c'est pourquoi je pense que l'école étant un lieu du savoir et elle étant le lieu d'éducation, éducation qui englobe tout, le savoir-vivre aussi. Donc, par rapport à la société, il doit pouvoir savoir qu'on ne porte pas des tenues qui laissent à désirer. Et là, je pense que les écoles aussi doivent veiller à ça pour que les enfants soient dans les normes, dans l'habillement pour venir à l'école. On doit être regardant, on doit être ferme, on doit l'interdire. C'est uniforme. La forme est unie. Tout le monde doit être dans les mêmes formes unies. C'est ce que ça veut dire. Une forme, le modèle, tout. Il ne peut pas faire n'importe quoi. Lorsque vous ne le faites pas comme ça, ils me connaissent assez. Et je passe à côté, c'est peut-être la lame peut déchirer, je ne sais pas. Mais c'est une manière de te demander d'aller te mettre en ordre. C'est une forme qui doit être unie. Alors que plusieurs parents d'élèves jubilaient déjà suite à la prise d'une note de service portant généralisation de l'uniforme kaki dans les lycées et collèges publics et privés en République du Bénin, cette décision a été très vite annulée par les autorités. Et pourtant, c'est une réforme qui pouvait mettre fin à certaines pratiques déshonorantes érigées en règle dans les écoles ou complexes scolaires privés. Une autre information aujourd'hui dans Au cœur du Bénin et du monde. Le mardi 27 septembre à Cotonou, les élus consulaires de la Chambre des métiers et de l'artisanat du Bénin ont officiellement pris fonction, Naomi. Et oui, la cérémonie d'installation était également le lieu pour les 80 élus de choisir leur bureau qui aura pour principal objectif la défense des intérêts des 8 corps de métier de ce secteur. Seront-ils réellement à la hauteur de la tâche qui vient de leur être confiée? Quelques artisans rencontrés à Cotonou apprécient. Parce que les artisans ont beaucoup d'attentes par rapport à la réforme qui a été mise en place. Nous pensons que nous avons fait un bon choix. Nous sommes convaincus que ces représentants vont défendre le corps des 8 branches. Je pense que ceux-là qu'on a mis à ce niveau sont à la hauteur. Ils sont à la hauteur. Parce que dans la coalition de la majorité, ils vont tenir compte des doléances de cette majorité.
Et voilà, et nous attendons beaucoup d'eux à travers le projet H, à travers des formations et des financements qui vont sortir de part et d'autre. Bon, en fait, il n'y a que des querelles intestinales, il n'y a que des querelles de personnes, il n'y a que des querelles de leadership qui a amené cette crise au niveau de l'artisanat. Mais aujourd'hui, le président Talon a mis un point sur les i en ramenant cette réforme qui nous permet à la majorité qui a gagné d'aller aux élections. Et c'est cette majorité qui doit diriger. Je pense qu'à ce niveau, il n'aura pas de difficultés parce qu'il va mettre en place son programme qui sera en conformité avec les réformes de l'État. Ils peuvent œuvrer. Si nous prenons la branche audiovisuelle et communication, c'est les photographes surtout, ceux de l'audiovisuel qui sont maltraités. Et quand on va même sur les événements, peut-être tu fais le travail et on ne te paie pas ou bien tu es traité que moins, on les traite de rien. Donc s'ils peuvent œuvrer et qu'il y ait une charte d'exercice de l'artisan de l'audiovisuel, ce serait très bien. Oui, maintenant, fini la politique et fini les camps. C'est ça, je disais, s'ils peuvent réellement travailler pour que l'amour, la convivialité puisse venir et qu'il y ait la consolidation, c'est-à-dire la filiation, qu'on ait une confédération et qu'on ait une fédération, là, tout sera comme, on a un gouvernement. Ils sont comme nos élus. Et donc, c'est pas comme, ils sont nos élus. On a un gouvernement. Donc, si on peut faire à ce qu'on ait une confédération et qu'on ait une fédération, ça va aller. Et là, on sera soumis aux ordres de la confédération, de la fédération et tout va se passer bien. Et le bureau qui a été installé hier, nous avons adhéré tous. C'est très bon, c'est une très bonne chose. Dieu va les aider à faire. Parce qu'ils savent très bien le mot qui mine l'artisanat aujourd'hui au Bénin. Donc, ils vont le faire. Je les vois capables de faire ce travail. Il faut qu'ils assainissent le secteur de l'artisanat et revalorisent et réorganisent notre secteur, qui est le secteur artisanal. Et puis cherche des bourses en tant qu'artisan pour qu'on puisse travailler comme les députés, comme les APE, les agents permanents de l'État. Parce que nous savons très bien que nous travaillons pour aider aussi l'État en place. Nous travaillons pour réduire le taux de délinquance. Donc, nous ne sommes pas la moindre. Il faut qu'ils nous aident à trouver des financements pour pouvoir rehausser nos activités et faire bien ce qu'on doit faire en son temps. Oui, voilà, la CMA est installée. Désormais, il faudrait que les ardeurs soient calmées et que nous allons de façon unanime à l'unité. Parce que nous en avons vraiment besoin. Un secteur divisé ne peut jamais promouvoir ces éléments. Et il va falloir que le bureau, et à sa tête, M. Imoru Sofiano, et le ministre de l'Artisanat fassent quelque chose pour que la paix revienne à la maison artisane. À la maison artisane. Il faudrait vraiment que l'unité revienne au niveau de nos différents structures fertières. Oui, à la CMA, je voudrais que désormais que le projet H soit initié par le gouvernement. Il faudrait que le projet H initié par le gouvernement soit vraiment leur priorité pour que les artisans puissent vraiment sortir de l'ornière. En dehors du projet H, la carte professionnelle, qui peut être artisan, ça doit être les volets sur lesquels désormais la CMA doit pouvoir pencher pour vraiment nous sortir de l'ornière. Mais il faut reconnaître que le bureau qui a été installé hier a un grand travail à faire parce que vous reconnaissez avec moi que l'artisanat a eu beaucoup de problèmes et pratiquement dans tous les corps de métier, on voit 2 confédérations, on voit 2 fédérations, on voit 2 unions. On ne sait pas pourquoi ça. Les artisans n'ont pas besoin de ça. Nous sommes une entité et une entité doit être régie par un seul responsable.
Mais les gens se regroupent encore dans de petits groupes pour dire qu'ils ont créé encore d'autres unions, qu'ils ont créé encore d'autres fédérations, d'autres confédérations. Ce n'est pas bien. Moi, j'invite vraiment le chef de l'État à véritablement, notre ministre de tutelle, à mettre un accent particulier sur ça. Nous ne voudrions plus avoir 2 confédérations, 2 fédérations et 2 unions dans notre pays pour l'artisanat. C'est pas bon. Nombreuses sont ces femmes qui, à la date d'aujourd'hui, n'ont pas compris les différentes réformes engagées par le gouvernement du président Patrice Talon, malgré les opportunités qu'elle leur offre. Pour une population constituée essentiellement de femmes commerçantes et artisanes de niveau basique. L'accès à l'univers numérique qui représente la clé d'entrée à ces réformes se trouve plutôt difficile. Comment faire pour que les femmes analphabètes des nouvelles technologies soient prêtes pour le scrutin de janvier 2023 et en même temps bénéficier des avantages des réformes en cours? La question a été posée dans ce reportage. Vous verrez bien la réponse. La femme, désormais imposée au cœur de l'enjeu électoral au Bénin, cet acquis ou cet espace qui lui est cédé appelle à lever des équivoques sur tout ce qui peut constituer obstacle à cette ambition nourrie par le gouvernement du président Patrice Talon. Dans une ère où les réformes conséquentes sont consenties, notamment dans le secteur numérique, mais à côté d'une population essentiellement analphabète des nouvelles technologies, il se pose un problème d'accompagnement des femmes à comprendre les contours de toutes les réformes à leurs égards et les avantages qui s'offrent à elles. Ce qui paraît plus élémentaire dans la réalisation de ce rêve du chantre de la rupture est l'accès aux pièces d'état civil sécurisées. Mais dans cette circonstance, nombre de femmes qui constituent en majorité l'électorat au Bénin n'ont pas la facilité de s'obtenir ces pièces, à savoir la carte CIP, la carte biométrique, etc. Et sans doute, elles ne pourront exprimer leur vote pour faute de pièces d'état civil numérisées en vigueur au Bénin, ou bénéficier entre autres du microcrédit à l'AFIA. Mais dans le même temps, il y a des femmes affranchies qui pouvaient prendre sur elles-mêmes la responsabilité d'aider leurs concitoyennes à comprendre et s'approprier les réformes du gouvernement du président Patrice Talon. Cela se présente comme une nécessité, surtout à la veille des élections législatives en vue, nous confirme Faustine Kouvi, femme politique du 12e arrondissement de Cotonou. Nous avons remarqué que dans le 12e arrondissement, ici et plus principalement à Fidjro, ces centres, il y a beaucoup de femmes impliquées dans les activités, les petites activités génératrices de revenus. Et donc ces femmes, lors des différentes séances, elles ont le désir, l'envie d'agrandir leurs activités. Vous voyez, donc elles ne savent pas par quel canal prendre pour obtenir le microcrédit à l'AFIA, malgré la publicité à la télévision. Donc nous, notre objectif, comme je viens de le dire tout à l'heure, nous expliquons à ces femmes-là, nous les appuyons à accéder au service des différentes structures spécialisées dans l'octroi de microcrédit à l'AFIA. J'ai dit tout à l'heure que ces femmes ont envie d'aller vers le microcrédit à l'AFIA. Vous savez que la carte CIP est une pièce très importante qui rentre dans la composition de dossiers pour l'obtention de microcrédit. Et donc, malgré la publicité, malgré la sensibilisation à la télévision, nous avons remarqué que beaucoup de femmes dans le 12e arrondissement ici n'ont pas ces cartes. Elles ne savent pas, la plupart, beaucoup de femmes, ce n'est pas toutes les femmes, mais beaucoup ne savent pas comment procéder pour avoir ces cartes. Et donc, nous les aidons. Nous leur expliquons par quel canal, je viens de le dire, elles vont prendre pour obtenir ces cartes-là, comment elles vont procéder, se regrouper en groupe de 3, comme l'a dit le gouvernement, pour aller pour obtenir le microcrédit à l'AFIA. En tant que citoyen et citoyenne, on doit voter. C'est très important. Elles doivent voter. De Cotonou à Boycon et partout ailleurs au Bénin, le besoin est entier et identique. Il s'agit de tout faire pour que les femmes analphabètes des nouvelles technologies ne soient pas en retard sur l'obtention des pièces d'état civil sécurisées afin de se garantir la possibilité d'exprimer leur droit de suffrage. Et cela
Christian Gbogbo, acteur politique de la 23e circonscription électorale, trouve que ça doit être un devoir que doivent assumer tous les acteurs politiques, femmes comme hommes. J'ai eu à sensibiliser déjà les femmes au niveau de la 23e sur les avantages. Il y a même au niveau de certains arrondissements où on s'est donné comme volontiers de pouvoir accompagner ces femmes-là. Il ne fait aucun nombre de doutes que les réformes engagées par le président Patrice Talon et tous les avantages que portent les différentes initiatives de ce régime ambitieux souffrent d'une absence de communication et d'un manque d'assistance au sein notamment des femmes analphabètes des nouvelles technologies. Le Premier ministre du Mali, le colonel Abdoulaye Maïga, a fait l'objet d'un accueil chaleureux de la part, a été l'objet d'un accueil chaleureux de la part de ses compatriotes, a été reçu en audience par le président de la transition, Assimi Goïta, après son séjour à New York, où il a représenté son pays à la 77e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Suivez. Je voudrais avant tout remercier le bon Dieu, le Tout-Puissant. Évidemment, remercier également son Excellence, le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, pour cette confiance placée en nous. Remercier également le peuple malien pour cet accueil très chaleureux. Et en toute franchise, nous avons été agréablement surpris. Et le sentiment personnel est que je pense qu'il s'agit de trop d'honneur pour notre modeste personne. Nous avons fait notre devoir, nous avons fait notre tâche au service du peuple. Évidemment, vous savez, lorsque nos compatriotes sortent de manière spontanée, ceci ne peut que nous ragaillardir dans notre mission. Concernant la mission elle-même, et le contexte de la mission, on se souvient que depuis l'année dernière jusqu'à cette 77e session de l'Assemblée générale des Nations unies, notre pays a traversé des situations inédites dans les relations internationales. Jamais dans l'histoire de la CEDEAO, un État n'a subi autant de sanctions. On ne le dira jamais assez. Il s'agit de sanctions, en plus d'être inédites, totalement illégale, illégitime et inhumaine contre un peuple qui fait déjà face à une situation sécuritaire très complexe. Et ça, il fallait le dire haut et fort à la communauté internationale que le Mali a été injustement sanctionné. En plus de cela, nous avons été l'objet d'une combine par rapport au dossier des 46 mercenaires ivoiriens. Nous avons tous assisté à la synchronisation, à une mise en scène, à l'harmonisation des éléments de langage pour faire passer notre pays de statut de victime à un statut de coupable. Ce que nous avons dit, vous savez, ceci relève de la logique. Vous ne verrez dans aucun pays au monde où des militaires peuvent débarquer sans autorisation avec des armes. Et forcément, vous savez, si les autres ne l'acceptent pas, pour quelle raison voudrait-il que le Mali l'accepte? C'est pas possible. Mais ceci ne veut pas dire que nous sommes fermés au dialogue. Encore une fois, je le dis, c'est un dossier judiciaire. Personnellement, en tant que membre du gouvernement, le gouvernement n'est pas du tout bien placé pour s'impliquer dans des questions judiciaires. Le président, son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, peut le faire. En plus d'être chef suprême des armées, chef de l'État, il est également le président du Conseil supérieur de la magistrature. Évidemment, il fallait clamer tout ceci haut et fort pour que les gens comprennent que dorénavant, des approches consistant à nous taire et à subir des assauts et des adversités, des injures, ne passeront pas. On ne peut pas accepter au XXIe siècle qu'on vienne nous insulter. On n'insulte pas. Vous ne verrez pas un seul communiqué de la transition dans lequel d'abord nous nous ingérons dans le dossier des autres. Nous ne le faisons pas. C'est des principes élémentaires des relations internationales. Donc on ne peut pas accepter que les autres s'ingèrent dans nos affaires intérieures. Mais ceci dit, nous sommes ouverts
à tous les partenaires. On ne peut pas être, disons, pris au piège de guerre idéologique qui ne nous regarde pas. Nous avons nos défis. Si nous avons des partenaires qui peuvent nous aider à faire face à ces défis, ils seront toujours les bienvenus, à condition que les 3 principes, comme nous l'avons toujours rappelé, qui guident l'action publique au Mali, les principes définis par son Excellence le président de la transition, chef de l'État, le colonel Assimi Goïta, soient respectés. La souveraineté du Mali, le respect de nos choix stratégiques et nos choix de partenaires, et surtout la prise en compte de l'intérêt du peuple malien dans toutes les décisions qui seront prises. Je voudrais vraiment profiter pour remercier l'ensemble de mes collaborateurs. C'était un travail d'équipe, ce n'est pas le travail du Premier ministre par intérim tout seul, c'est vraiment un travail d'équipe. Et je pense que tous nos collaborateurs se sont bien impliqués pour que le message soit digeste et bien compris par tout le monde. Mais je voudrais encore vraiment lancer un appel à nos compatriotes. Le combat que nous menons n'est pas un combat simple, nous ne le faisons pas que pour nous le faisons surtout pour nos générations futures. Nous savons très très bien que ce ne sera pas simple, ce ne sera pas facile, mais nous nous battrons, ça c'est sûr et certain. Mais pour cela, il est important qu'il y ait de la cohésion en interne. Il est très important de taire, vous savez, nos différents personnels et de regarder l'intérêt du Mali. L'intérêt du Mali passera impérativement par la cohésion, l'unité nationale, et il est impératif que tous les enfants du Mali se donnent la main. Les membres du gouvernement se sont réunis en Conseil des ministres comme chaque mercredi sous la présidence du chef de l'État Patrice Talon. Au nombre des décisions prises, il y a la transmission à l'Assemblée nationale pour étude et vote du projet de loi modifiant et complétant la loi numéro 2001-09 du 21 juin 2002 portant exercice du droit de grève en République du Bénin, tel que modifié et complété par la loi numéro 2018-34 du 5 octobre 2018. Suivez un extrait du compte-rendu fait par Wilfried Léandre Rumbedji, porte-parole du gouvernement. Ce mercredi 28 septembre 2022, sous la présidence de M. Patrice Talon, président de la République, le Conseil des ministres s'est réuni. Au terme des travaux, les décisions ci-après ont été prises. Au titre des mesures normatives, transmission à l'Assemblée nationale pour étude et vote du projet de loi modifiant et complétant la loi numéro 2001-09 du 21 juin 2002 portant exercice du droit de grève en République du Bénin, tel que modifié et complété par la loi numéro 2018-34 du 5 octobre 2018. Cette modification de la loi est sollicitée en raison du contexte sécuritaire de plus en plus exigeant, où la défense du territoire national et l'exercice des fonctions régaliennes de l'État commandent que certains secteurs d'activité soient en permanence mobilisés. Dans cette perspective, les dispositions du présent projet de loi visent à s'appliquer au secteur des transports aériens et maritimes ainsi qu'à celui des hydrocarbures. Sous la rubrique des mesures normatives, a été également adopté le décret portant approbation des statuts de l'Institut géographique national, IGN, au titre des communications. En point 1, indemnisation des personnes affectées par le projet de construction du Musée international du Vodou à Porto Novo. Le site identifié pour la réalisation de ce projet, inscrit au programme d'action du gouvernement, est constitué, entre autres, d'un terrain se trouvant en bordure du boulevard reliant le pont de la lagune de Porto Novo à la place Bayol. Le démarrage des travaux étant imminent, les formalités administratives requises ainsi que les évaluations foncières et immobilières ont été accomplies aux fins d'identifier les personnes affectées par le projet et susceptibles d'être indemnisées. Le Conseil a marqué son accord pour la mise en œuvre de la présente mesure. En point 2, réalisation des travaux de construction du nouveau palais du roi de Niki et de la reine de la Ghani. Le palais royal du Sinaboko est un patrimoine culturel et touristique majeur, mais qui se trouve dans un état d'exiguïté qui contraste avec sa réputation sous-régionale. De même, la place des fêtes qui accueille une foule
à l'occasion des manifestations n'est pas suffisamment spacieuse pour favoriser le déroulement convenable des manifestations, au nombre desquelles les démonstrations équestres. C'est donc pour préserver ce patrimoine et en faire un véritable pôle touristique moderne que le gouvernement avait approuvé le projet d'élaboration et de mise en œuvre d'un programme spécial de... Et voilà, donc passons aux unes de la presse africaine en français avec mon Choukouratou Fatoumbi. Aujourd'hui, le Maroc, c'est le tout premier quotidien retenu pour vous aujourd'hui dans la rubrique de la presse francophone d'Afrique. Et ce journal nous apprend à la une espèces concernées, période d'interdiction de la pêche, zone couverte. Les détails d'une décision du ministère de tutelle poisson pélagique. Le Maroc va sécuriser ses stocks en Atlantique. Dialogue national de l'urbanisme, le Parlement s'en mêle. Vaccination des chiens constitue bien la stratégie la plus efficace pour lutter contre cette zoonose. Une moyenne de 20 cas de rage humaine chaque année au Maroc. Hausse du taux directeur à 2%, l'éclairage d'Abdelatif Bourari. Entretien fructueux entre le chef du gouvernement et son homologue japonais à Tokyo. Le Japon s'intéresse à l'agriculture et aux fertilisants marocains. Nous poursuivons, mesdames et messieurs, pour retrouver l'Express du Faso. Avec l'Express du Faso, ce sont d'autres informations, situation sécuritaire. Ce sont les Burkinabés eux-mêmes qui communiquent pour les terroristes. Tribune, ainsi, ces jeunes terroristes ne veulent pas rejoindre la République. Un autre journal, l'évidence du Sénégal. Pour poursuivre cette rubrique aujourd'hui, Moutagassi, bilan de Lapis DG Port. Macky veut-il en faire le boss de l'APR à Podor? C'est une interrogation. Amnistie pour l'ancien maire de Dakar et le fils de l'ancien président. Volonté de fragiliser Sonko en réhabilitant Karim et Khalifa. Nouveau DG de Sabco et Abadé, promotion des pourfendeurs de Sonko. Concertation nationale sur la vie chère de Saint-Plador Marteau selon le mouvement Arc-en-Ciel. Eledj Sibir, de quoi s'agit-il? Le journal sénégalais nous en parle et nous poursuivons pour retrouver aujourd'hui au Faso. C'est un autre journal du Burkina Faso. Aujourd'hui, au Faso affiche en manchette aujourd'hui embuscade à Gaskindé. 11 soldats tombés, 28 blessés et au moins 50 portés disparus. La grande riposte des forces armées, c'est à lire avec le journal qui s'en va pour se déplacer à un autre C, Mutation. Mutation nous vient du Cameroun et s'installe avant Forum Libre, paru aujourd'hui. Avec Mutation, donc, évocation, c'est en manchette. Ali en 5 tableaux. L'après-BIA, l'opération épervier, Boko Haram, les écoutes téléphoniques, l'affaire Bakassi. Tout ceci à lire en page 4 et 6 du journal. En page 7 de Mutation, mesdames et messieurs, budget de l'État, le cap de l'exercice 2023. Page 13 avec Mutation, toujours médicaments de la rue, les résistances à Yaoundé, nous apprend le journal. Nous retrouvons à présent Forum Libre. Dette sociale des communes, les sénateurs du centre pour une sortie de crise. Affaire Soka Palme contre France Télévisions, accusé de maltraiter ses employés. La justice blanchit Soka Palme.
Presse en deuil, le journaliste Nestor Nga Etoga casse sa plume. C'est une exclamation du journal qui aborde d'autres informations. Journée mondiale de l'habitat avec ce journal. Berthois abrite l'édition 2022. Et fin de l'affermage de Camwater, les syndicats exigent le déblocage de 10 milliards de francs CFA à Menfi. Défis actuels, c'est toujours le Cameroun. Impôts avec défis actuels, location meublée, le fisc perd 6 milliards de francs CFA par an. Agroéconomie, le marché des arachides s'annonce difficile. Portrait en manchette, Célestin Guela-Simo, DGA Freeland First Bank avec le journal politique monétaire. Réserve de change, le gouverneur de la BAEC rassure. L'avenir, à présent, l'avenir nous vient de la Côte d'Ivoire et s'installe après défis actuels pour d'autres informations. Gestion du CHU, politique publique, organisation des districts, c'est en manchette. Le gouvernement arrête d'importantes décisions. CMU, la carte désormais obligatoire pour toutes les prestations publiques. Voici le nouveau statut du CHU, dossier adoption d'enfants. Le phénomène prend de l'ampleur en Côte d'Ivoire. Les conditions, les procédures et les coûts, tout ceci à lire avec le journal qui s'en va pour nous laisser découvrir les informations parues dans Fraternité Matin. C'est toujours la Côte d'Ivoire. Conseil des ministres en manchette, retrait du passeport et du permis de conduire, concours de la fonction publique, inscription à l'université et dans les grandes écoles, l'enrôlement à la CMU désormais exigé. Lutte contre le cancer, Octobre Rose, lancement des activités le 6 octobre. District autonome, les vice-gouverneurs et les membres des conseils connus. Allez lire donc en page 8 et 2 du journal pour avoir davantage d'informations. Assemblée nationale, Sénat, les deux chambres du Parlement renforcent leurs relations. Patriotes pour boucler avec l'actualité en Côte d'Ivoire. Conseil des ministres, enrôlement à la couverture maladie universelle désormais obligatoire, s'exclame le journal, ce qu'il ne sera plus possible de faire sans la carte CMU. Gestion de l'affaire des 46 soldats ivoiriens détenus au Mali, le RHDP apporte son soutien indéfectible au chef de l'État. Une importante déclaration attendue dans les tout prochains jours. Le Sénat et l'Assemblée nationale formalisent leur cadre de travail selon le Patriote. Et à sa suite, c'est le quotidien numérique d'Afrique que nous retrouvons. Le quotidien numérique d'Afrique qui fait aujourd'hui jeudi culture, musique, Econ prévoyait d'ouvrir une école de musique en Afrique avec Michael Jackson. Oscar 2022, la Tanzanie concourra avec son film Vuta Nkuvute après 20 ans d'absence. Le film The Woman King, l'histoire des femmes amazones du Bénin, relayée avec le quotidien numérique d'Afrique et puis Burkina Faso, l'attaque terroriste à Gaskinde, le quotidien numérique en parle, 11 soldats tués, 50 civils portés disparus. Revenons au plan national, mesdames et messieurs, pour d'autres informations. Colline, disponibilité des produits sanguins labiles, l'AFD fait don de matériel roulant et d'équipement. C'est la première information que nous lisons avec Maton Libre, comme vous pouvez le voir. Projet de modification de la loi numéro 2018-34. La réponse talent à la grève de l'ASECNA, s'interroge bien le journal. ONU, après le discours musclé du Premier ministre malien, l'énergique réaction d'Achapdan Baba à lire avec le journal et l'actualité. C'est le tout dernier retenu pour vous aujourd'hui dans cette rubrique sur Gulf TV Africa. Liste électorale informatisée provisoire, présence physique exigée pour toute demande de transfert. Lit le communiqué signé du mandataire, le gestionnaire mandataire de l'ANIP. Liberté syndicale au Bénin, le droit de grève restreint à nouveau. Le projet de loi transmis au Parlement vise 3 autres secteurs. Les détails avec l'actualité dans son numéro d'aujourd'hui. Conseil des ministres du mercredi 8 septembre 2022.
Plusieurs nominations prononcées à la Cour des comptes. C'est la dernière information retenue pour vous aujourd'hui dans la rubrique Clé de la presse francophone d'Afrique. Merci de l'avoir suivi. Et voilà donc, merci Manchoukourad pour ces unes. C'est la fin de cette édition. On rappelle des titres. Une délégation conduite par le ministre de l'Énergie, Donat Jean-Claude Oussou, a effectué une visite mardi sur les sites de construction des postes d'électricité du projet PAD SBE, piloté par Vinci Énergie. Nombreuses sont ces femmes qui, à la date d'aujourd'hui, n'ont pas compris les différentes réformes engagées par le gouvernement du président Patrice Talon, malgré les opportunités qu'elles leur offrent. Pour une population constituée essentiellement de femmes commerçantes et artisanes de niveau basique, l'accès à l'univers numérique, qui représente la clé d'entrée, se trouve difficile. Et le Premier ministre du Mali, le colonel Abdoulaye Maïga, objet d'un accueil chaleureux de la part de ses compatriotes, a été reçu en audience par le président de la transition, Assimi Goïta, après son séjour à New York. Nous nous quittons donc avec cette citation de Thomas Sankara qui nous dit que sur la révolution, on peut tuer donc un homme, mais pas ses idées. Et voilà donc Manchoukourad Fatoumbi pour la suite du programme aujourd'hui. On retrouve juste après nous, à partir de 13h, Naomi, on retrouve Metorwe Adoglo et Ezel Ogboigbe pour le journal en anglais.